Eh bien voilà, nous sommes pile à l'heure. Alors, bonjour à tous. Eh bien, en tout cas, merci pour votre participation à ce webinaire d'InfoRisque, un nouvel épisode, les midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Aujourd'hui, on a choisi un titre à ce webinaire un peu particulier, effectivement, un peu, on se doit dire, un peu provocateur, en finir avec les démarches zéro accident, point d'interrogation. Alors, pour répondre à cela, j'ai le plaisir d'évoquer, pour répondre à cette question et ce sujet important, donc j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Vincent Beau. Alors, un petit rappel, Vincent Beau est créateur du cabinet Baster, reconnu socialement innovant en santé et qualité de vie au travail. Alors, Vincent Beau a publié l'année dernière le fameux ouvrage de référence maintenant, La QVT, en finir avec la connerie, en finir avec les conneries. Encore un titre, nous sommes encore un peu dans la provoque, mais on va voir quand même qu'il y a des raisons quand même à être parfois un peu provocateur et à renverser un peu les tables. Alors, un livre qui nous a servi bien sûr de fil rouge pour une série maintenant de 14 webinaires, n'est-ce pas Vincent? Alors, et que je vous invite bien sûr tous à revoir, à voir ou revoir de toute manière sur InfoRisque webinaire, sur inforisque.fr, pardon, dans la rubrique webinaire. Alors, nous voici partis pour 45 minutes ensemble avec 30 minutes d'intervention de notre invité, puis 15 minutes pour vos questions. Petit détail pratique, comme toujours, en bas à droite de votre écran, vous avez tapé votre message. Donc, pour pouvoir mettre votre message, vous cliquez sur le point d'interrogation et les messages nous seront communiqués et on les verra donc tout à l'heure. Alors, en finir avec les démarches zéro accident. Toutes les entreprises qui se sont mobilisées pour prévenir leurs risques professionnels ne visent qu'à une seule chose, le zéro accident. Ces démarches, nées dans les années 1970 à partir des entreprises dont les procédés relevaient d'une très forte dangerosité, ont permis d'intégrer dans le management de leur activité une culture de sécurité qui a sauvé des vies et qui fait école. Elles ont posé les fondements d'une action structurée de l'entreprise pour prévenir les risques professionnels en ne lâchant plus des yeux leur taux de fréquence d'accidents du travail. Elles sont ainsi à la base de beaucoup de déploiements de méthodes, de normes, de concepts par des structures privées ou institutionnelles et ne font que se déployer jusqu'au métier du service. En d'autres termes, elles font autorité. Pour autant, elles ont échoué à prévenir les atteintes à la santé mentale et sont même désignées comme des entraves à leur prévention. Pour quelles raisons? À quelles conditions les entreprises, les ayant adoptées, peuvent-elles passer de ces démarches sécurité à une démarche santé au travail? C'est ce que nous vous proposons de débattre ensemble dans ce dernier webinaire de l'année 2023. Vincent, bonjour. Et bonjour François et bonjour à tout le monde. Alors, quand même, pour un petit rappel, quand même, c'est que on avait reçu, donc on a, suite à son ouvrage en décembre 2022, nous avions reçu Vincent finalement pour parler de cet ouvrage. Et donc, avec cette série de webinaires, donc, on a ouvert finalement cette boîte de Pandore de la santé et de la QVT. Et d'ailleurs, nous avons même changé le titre de notre webinaire, puisque maintenant, nous avons rajouté effectivement les midis de la santé pour ne plus parler Oh, uniquement de sécurité. Bon, à la suite, effectivement, des récriminations de Vincent, mais je pense que c'était tout à fait correct parce qu'effectivement, ce sont des choses qu'on aborde maintenant, la sécurité, mais effectivement, et si on parlait de santé, je pense que c'est le maître mot aussi, ou la clé de lecture finalement de tous nos échanges avec Vincent. Alors, en plus, on vous avait demandé effectivement, est-ce que vous vouliez continuer effectivement à écouter Vincent, à continuer finalement sur ses analyses, ses propositions et ses sujets. Donc, vous avez été on va dire à 95%, 99% à dire oui, on continue. Alors oui, on continue. Alors tout de suite, parce que c'est pas moi que l'on a prévu d'entendre, c'est quand même Vincent. Donc à l'heure où les sujets de santé mentale prennent le dessus des débats sur la prévention des risques professionnels, faut-il en finir avec les démarches zéro accident? Et peut-être en premier lieu, Vincent, finalement, qu'est-ce que c'est que ces démarches zéro accident, qu'on se trompe pas de définition? eh bien écoutez François, je pense que c'est la bonne question déjà de départ. Voilà, toujours pareil, commencer par reparler, du sujet. Est-ce qu'on a tous bien compris le sujet? De quoi on parle quand on parle de ces démarches-là? Je vais juste mettre un petit préalable. Voilà, il ne s'agit pas dans notre échange
de débattre de l'objectif. Personne ne veut d'accident du travail. J'allais vous dire, moi le premier. Donc, C'est personne ne veut d'accident du travail. Donc, qu'on soit bien d'accord ensemble, ce n'est pas un problème d'objectif que nous posons ici. C'est une question et un débat sur les moyens que des démarches zéro accident utilisent pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc, juste pour le dire, ce n'est pas l'objectif dont on va débattre, c'est le moyen. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces démarches zéro accident? Je vais être obligé, François, parce qu'on a 30 minutes à peine, hein, pour le dire comme ça, c'est un sujet qui mériterait des heures, d'aller à l'essentiel et pour ça aussi de me reposer sur nos précédents épisodes. Hein, pour celles et ceux qui ne les auraient pas tous suivis, voilà, les références seront utiles pour pouvoir avoir les éléments qui manquent à ces 30 minutes pour bien comprendre la surface de ce sujet. Dans les épisodes précédents, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'était la sécurité. La sécurité, c'est la prévention des accidents du travail. Donc ça, on l'a résumé comme ça et c'est ce que c'est aujourd'hui. Heu, Ce qu'on peut dire, c'est que des entreprises, pour certaines, d'entre elles, avaient un enjeu critique majeur à ce que des accidents du travail ne surviennent pas. Parce que tout accident pouvait menacer leur activité et ça, c'est pas le lot de toutes les entreprises. Il peut y avoir un accident du travail et il y en a beaucoup aujourd'hui dans des entreprises qui ne menacent pas directement leur activité par nature. Or, pour certaines d'entre elles, c'était pas le cas. Certaines, parce qu'elles avaient un process tellement dangereux que la gravité des conséquences sur les travailleurs allait être létale, terrible. Je pense par exemple aux industries de la chimie, de la métallurgie, du BTP. Et puis aussi certaines autres, parce que ça allait avoir des conséquences par la nature même de leur process. Un accident du travail peut avoir des conséquences sur leurs clients ou sur la population. Je pense à l'aéronautique, par exemple, je pense au nucléaire, quoi. Donc, parmi toutes les entreprises qui ont mis en place des démarches sécurité pour prévenir les accidents du travail, certaines se sont dit, mais cet accident chez nous, s'il survient, il menace directement notre activité. Et c'est elles qui ont engagé ces réflexions, comment arriver à zéro accident pour réduire, elles l'appellent comme ça, hein, pour réduire ce qu'elles ont appelé le risque industriel. Donc, ça vient de là. Pour pouvoir atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces entreprises, c'est pareil, on a décrit, hein, François, dans les précédents épisodes, les composantes des démarches sécurité. Donc, je ne vais pas repasser par là, mais elles ont porté au plus haut niveau d'exigence les piliers des démarches sécurité. Voilà, elles ont monté au plus haut niveau d'exigence ces piliers-là. On pourrait donner 6 grandes composantes, pareil pour les résumer dans le temps qui nous est imparti, hein, François. Qu'est-ce qui Mmh. constitue en fin de compte l'essentiel, en tout cas un dénominateur commun de toutes ces démarches zéro accident? Premièrement, je dirais protéger. Elles ont protégé les machines, les process, elles ont protégé les personnes. Les personnes en leur donnant des équipements de protection. Donc ça, premier pilier, tout protéger. Deuxième pilier, prescrire. Mettre en place des procédures de travail pour que des gens, des travailleurs protégés, bossent sur des machines, des process protégés. Voilà. Et elles ont aussi prescrit, pas que les procédures du travail, le travail, mais elles ont aussi prescrit les rites managériaux. Dans ces entreprises-là, par exemple, il n'y a pas une réunion qui commence, du COMEX jusqu'au chef d'équipe, qui n'aborde un point sécurité. Troisième composante, elles ont formé ce qu'elles avaient produit. Elles ont formé tous les travailleurs, tous les managers. Elles ont formé aux principes, aux attentes et aux outils qu'elles avaient mis en place. Quatrième, c'est le contrôle. Elles ont contrôlé que ce qui avait été défini, ce qui avait été transmis, soit appliqué. Donc, dans ces entreprises-là, il y a beaucoup d'audits, des audits internes, hein, par des gens qui sont en charge d'aller veiller, des audits externes aussi, avec un système souvent de normalisation. Et c'est des audits qui vont jusqu'aux travailleurs. Aujourd'hui, par exemple, même si quand elles le font, n'acceptent pas toujours de l'appeler comme ça, mais par exemple, elles vont aller rencontrer des travailleurs. On a des gens d'un service qui vont aller rencontrer les travailleurs d'un autre service, le plus souvent sur l'atelier, hein, sur la chaîne, sur le terrain de la production, pour aller voir. Ils appellent ça des visites managériales de comportement, de sécurité, enfin, quel que soit le titre, quoi, pour aller voir si la personne travaille en sécurité, donc l'observer, puis ensuite débattre avec elle de ce qu'ils ont vu éventuellement ou pas, qui n'était pas dans le respect des procédures. Cinquième pilier, réagir. Si un problème survient, par exemple si un accident du travail survient, ou un presque accident du travail, à ce moment-là, c'est surtout, comme l'objectif n'est pas atteint ou est menacé, c'est tout de suite faire cas. Donc, beaucoup d'analyses des accidents du travail, des presque accidents du travail qui s'opèrent. Et sixième pilier, reporter, c'est-à-dire avoir un reporting très fort, un reporting des chiffres. Donc, les chiffres sont remontés au plus haut niveau de l'entreprise en temps réel dès qu'il y a une situation qui apparaît.
pas que des chiffres, un reporting des situations aussi. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés, par exemple, de remonter des situations dangereuses qu'ils pourraient voir dans leur travail. Donc, tout ça, soit électroniquement, soit par des papiers. Vous voyez, quand un salarié voit un fil qui traverse la pièce, ben, il fait une remontée de situation pour pouvoir… Et parfois même, d'ailleurs, les salariés ont des objectifs de résultats sur les récompenses qu'ils Des peuvent chasses au obtenir. risque. Oui, Sur une voilà, chasse au risque. mais sur l'intéressement, par exemple, on peut mettre des critères d'intéressement. On veut que chaque travailleur remonte 2, 3, 4 situations dangereuses. Donc, faire un reporting donc des chiffres, un reporting de la situation, et puis évidemment, un reporting des événements. S'il y a eu un accident du travail, il va falloir rendre compte. Et oui, rendre compte dans l'entreprise, mais bien plus haut. On a ces entreprises-là qui, le plus souvent, on a soit la victime, soit le manager ou le directeur de site à la survenance d'un accident qui remonte au directeur général. Vous voyez, il y a un contact avec le directeur général. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, comment on explique? Et voilà. Donc, ça, voilà. Si on regarde, c'est un arsenal extrêmement lourd. Ce n'est pas du tout une intention légère. C'est-à-dire, c'est une structure, un corset d'exigences qui sont mises en place et qui Ouais, caractérisent ces démarches. mais quand on voit tout ça sur le papier, mais c'est un monde idéal. On se dit qu'on a couvert effectivement tous les besoins et que c'est parfait, non? Ben, en fait, ce qu'il faut dire, là, vous posez une bonne question, François, c'est qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Ben, les résultats, je dirais qu'il y a eu 3 types de résultats. Premièrement, ça a généré beaucoup de modélisation et de concepts. Donc, il y a beaucoup de modélisation et de concepts parce qu'il y a eu une demande de l'entreprise et des gens qui y ont répondu, oui, même des sociologues, etc. Donc, aujourd'hui, il y a plein de concepts dans ces entreprises, que ce soit la pyramide de Bird, que ce soit les diagrammes de Reason, que ce soit les courbes de Bradley, etc. Bon, donc, voilà, on a donné des outils conceptuels pour pouvoir porter ces démarches, premièrement. Deuxièmement, ça a généré une culture de sécurité dans l'entreprise. Et ça, c'était pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces entreprises-là, alors que ça pouvait être le cas avant, la culture n'est plus que à la seule productivité. C'est-à-dire qu'il y a une culture de sécurité, le plus souvent de sécurité industrielle, qui est rentrée dans l'entreprise, dans le management de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, il y a certaines entreprises aujourd'hui, François, ça, je pense que vous le partagez comme moi, qui ne se posent jamais la question, ne serait-ce que celle-là, de la sécurité au travail quand elles parlent du travail, quoi. Donc, dans ces entreprises-là, c'est un sujet. Et c'est un sujet de fait, quoi. Et troisièmement, eh bien, ça a produit des résultats. Et ça, vous avez raison de le dire, François, ça a produit des résultats. Enfin, il n'y a pas eu tout ça de fait. L'essor de ces démarches, c'est les années environ 70, oui. Il n'y a pas eu tout ça de fait sans effet. Donc, on a eu quoi? On a eu une réduction des accidents du travail. Et ça, les statistiques nous le montrent. Et on a eu aussi une réduction des accidents mortels. Ça a sauvé des vies. Et aujourd'hui, on a certaines entreprises, vous voyez, moi je suis à chaque fois assez scotché, on va dire ça comme ça, de voir des entreprises que je peux rencontrer qui me disent, ben voilà, j'ai 200-250 travailleurs sur des lignes industrielles en 3-8, avec des montants, des charges à porter, avec des engins de manutention, avec des machines, avec des chariots automoteurs, enfin voilà. Et j'ai 4 accidents du travail dans l'année. Ouais. Quand vous entendez ça, vous vous dites, c'est énorme, quoi. Et ça, si vous voulez, de tels résultats, parce que les résultats ont été dingues en termes de chute de survenance de ces événements-là dans les graphiques qui le montraient, quoi. Ça a fait autorité, en fait, François, oui. Quand une Et puis entreprise a… on le voit bien aussi devant tous les panneaux d'entreprise. Combien Ah d'entreprises ben aujourd'hui? Il voilà, n'y a plus une entreprise ou un site industriel sur lequel on n'arrive pas avec ce grand panneau 365 jours ou 600 jours voilà. sans accident. C'est ça, sans accident, hein. C'est bien écrit ça, vous avez raison de dire ça. Donc ça, en fait, ça a écrasé, je dirais, ça a fait autorité. Oui, ça a écrasé la contestation possible, quoi. Quand vous avez une boîte qui vous dit: «Voilà, on a des process qui peuvent tuer tout le monde et on était de 50 accidents par an sur ce site à 2 ou à 4», vous voyez ce que je veux dire? Ça impose, j'allais vous dire ça comme ça impose le respect ou en tout cas un silence, quoi. Donc ça écrase le débat, oui, ça tue le débat. Ça tue le débat de, l'efficience puisque les chiffres, sont implacables. Ça tue le débat aussi en interne. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de partenaires sociaux qui ne peuvent pas contester ça et qui n'oseraient pas en fait remettre en cause la légitimité de ces démarches pour ça. Et puis derrière, ça tue aussi le débat des institutions.
ou des institutions, voyant ça, disent, ben voilà, on ira voir ailleurs, là où il y a des accidents. En gros, c'est critiquer ces démarches, c'est un petit peu comme si le dernier de la classe critiquait le premier de la classe, quoi, en disant, t'as pas eu 20 sur 20. Ok, j'ai pas eu 20, mais toi, tu es à 0, donc occupe-toi d'abord de ceux qui sont nuls avant de t'occuper de ce que moi, je pourrais faire de mieux, quoi. Vous voyez, ça a Oui, généré un alors peu. quand même, on a vu ensemble dans un épisode précédent que de toute manière, on se retrouve avec des entreprises aujourd'hui, enfin depuis plus de 10 ans maintenant, on a inversé complètement la courbe. C'est-à-dire que là où on avait baissé le nombre d'accidents, on se retrouve aujourd'hui avec une explosion de nombre d'accidents. Donc, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal. Je pense que mais vous me direz, Vincent, si je me trompe, parce que on a ce paradoxe où on voit des entreprises qui disent on a du zéro accident pendant 2 ans, et d'un autre côté, on a les chiffres qui n'ont jamais été aussi mauvais. C'est-à-dire, on parle de plus de 600 000 accidents professionnels par an. Mmh. Alors, Donc, regardons ça. est-ce qu'on est là dans le paradoxe et là dans cette question aussi des limites Ouais. de Alors, cette démarche de l'accident? regardons ça, François, les accidents du travail, des statistiques que nous avons. Vous vous rappelez, on a fait un webinaire entier ensemble sur les stats, hein, et puis les écueils et les insuffisances des stats. Mais on ne peut pas dire que les accidents ont explosé. Les taux de fréquence, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont stagné. Ça, c'est sûr. Des accidents que l'on connaît, ce qui n'est pas rien, quoi. Les accidents mortels, eux, ont beaucoup progressé. Mais les accidents du travail avec arrêt, pour être extrêmement précis, sont dans des fréquences qui stagnent, hein, elles n'ont pas explosé. Par contre, le nombre est énorme. Voilà. Donc en fréquence, ça stagne et en nombre, c'est énorme. Donc ça pose la question de, et c'est exactement cette question que j'aime bien, François, quand vous l'avez posée, c'est quoi le problème en fait? C'est le monde idéal, vous avez dit, c'est C'est quoi le ça. problème? Alors voyons maintenant quel problème ça peut poser et ça pose. Premièrement, ces démarches échouent à atteindre leur propre objectif zéro accident. Ça, c'est le premier point et c'est sur ce sur quoi je voulais rebondir suite à votre interpellation, François, c'est-à-dire que nous sommes sur un palier et l'objectif n'est pas atteint. Il est presque atteint, on va dire ça, dans les chiffres, mais il n'est pas atteint. Alors pourquoi? Premièrement, de quels accidents on parle quand on parle de démarche zéro accident? Ça, c'est le premier point. Donc c'est pareil, vous l'avez cité, j'en parle pas mal dans mon livre. Donc le temps passe vite, je ne vais pas pouvoir parler plus que ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? De quels accidents on parle quand on parle de démarche zéro accident? Eh bien, vous savez quoi, François? Soit des accidents mortels et uniquement ceux-là, soit le plus souvent des accidents avec arrêt. On ne parle que des accidents avec arrêt. Et ça, c'est pas les accidents. Ce n'est pas pareil. Et je vais vous donner cet exemple-là. J'avais un jour un directeur de ce site dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, un immense site, enfin en tout cas un très gros site. Il était immense par la taille, comme il était très industrialisé, il y avait 250 personnes qui y travaillaient, vous voyez, qui me dit, moi j'ai 4 accidents du travail par an. Et moi je lui dis, mais ma question n'était pas combien d'accidents du travail avec arrêt enregistré comme tel vous avez. Ma question c'est combien d'accidents vous avez. Et il en était tout à fait ignorant. Et on est parti ensemble rechercher ce chiffre. Et quand on a pris les accidents du travail avec arrêt, plus les accidents du travail sans arrêt, plus les accidents du travail inscrits au registre d'accidents du travail bénin de l'entreprise, plus les accidents qui sont survenus, qui n'ont pas été inscrits dans ce dernier registre pour des raisons que j'ignore, et qui étaient tenus en compte par l'infirmière. Et qu'on a fait la somme de tout ça, et qu'on a rajouté derrière les sommes les unes aux autres, on est arrivé sur 92 accidents qui s'étaient produits dans l'année. Donc la question de combien d'accidents on parle, on est passé de 4, j'ai eu 4 accidents, et dire j'ai 4 accidents, c'est pas dire j'ai 92. Dans ces entreprises de démarche zéro accident, le seul accident qui compte vraiment, c'est l'accident du travail reconnu comme étant un accident avec arrêt. Et ça, déjà, ça vient percuter la connaissance des faits. Deuxièmement, l'obsession, en fait, du zéro accident se fait, donc l'obsession de l'objectif, se fait au détriment des moyens pour l'atteindre. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis, François? C'est que dans ces entreprises, on est tellement obsédé pour atteindre ce zéro accident et d'avoir un nombre de jours incalculable par milliers sans accident, comme vous l'avez rappelé, que, eh bien, on génère un effet induit qui n'est pas dénoncé que par moi-même, même si on n'est pas nombreux, parce qu'il a été dénoncé il n'y a pas longtemps par une très belle tribune du Monde. Ouais, c'est une sous-déclaration des accidents du travail. Et c'est là où c'est vicieux. Ce n'est pas une sous-déclaration par l'entreprise, quoique certaines, entendant un accident, obsédées par l'objectif de ne pas avoir d'accident dans ses comptes, négocient
la situation de la personne en le mettant soit en récupération, soit en congé, soit en poste adapté, et cetera. Bon, tout ça sans forcément l'avis du médecin du travail. Donc voilà, il y a déjà ces effets pervers qui existent, ils sont connus, ils sont dénoncés. Mais il y a aussi des salariés, en fin de compte, qui se retiennent de remonter leurs accidents parce que devant la machine de guerre qui va s'engager pour pouvoir rendre compte de ce qui s'est passé, eh bien, on passe souvent de la peur d'avoir un accident à la peur pour des travailleurs, hein, de le déclarer. Donc, deuxième effet pervers qu'on peut avoir issu de cet objectif, vous voyez, de cette obsession de l'objectif zéro, c'est la sous-déclaration des accidents. Troisième effet pervers, celui-ci, quand je l'ai découvert, François, il m'a scotché. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une sous-reconnaissance par les entreprises des accidents du travail qu'elles enregistrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont des accidents du travail reconnus comme tels par la sécurité sociale, hein, Mmh. et qui génère un débat entre elles dans l'entreprise pour savoir si cet accident doit être comptabilisé comme un accident du travail alors même qu'il est reconnu. Ouais, il n'y a pas longtemps, j'ai un nom qui m'a été sorti. Je connaissais ces systèmes, et ouais, un nouveau nom qui est sorti. On dit un préventeur qui me dit là, je suis dans une commission default case. Default case, c'est un cas qui fait défaut. En gros, c'est un collectif d'entreprises et de préventeurs dans le monde qui vient se soucier pour un site qui a eu un accident, de savoir si véritablement on peut ou pas l'enlever des statistiques de ce site parce qu'il ne fait pas bon en avoir, comme on le disait, surtout quand des objectifs pèsent sur cet objectif-là. Et elle me dit: «Je suis, ben, assez scotché parce que j'ai eu, mon directeur de site qui m'a félicité. Je suis passé avec 3 commissions qui m'ont dit: "Ben, on va pas vous le mettre dans votre compte, de résultats d'accident du travail", alors même qu'il est reconnu, hein, François». Donc, vous voyez, s'il y a une sous-reconnaissance, et parfois les chiffres qui nous sont projetés ne sont pas les chiffres qui sont même reconnus par la sécurité sociale en termes d'AT, tellement on ne veut pas en avoir. Et dernier effet pervers, c'est qu'on a une sous-traitance, en fin de compte, du risque dans ces entreprises qui ne veulent plus d'accidents. Et on passe en fait à des entreprises qui vont se charger oui, des situations de travail les plus difficiles, les plus accidentogènes par nature, hein, même si ce n'est pas par fatalité, eh bien, qui vont aller le sous-traiter à d'autres pour ne pas l'avoir chez elles. Donc, en fait, on passe de ne plus avoir d'accident à ne plus en voir. Deuxième chose, c'est que donc l'obsession de l'objectif au détriment des moyens. Ça, c'est le premier point des dérives que je voulais signaler. Deuxième dérive, c'est que les entreprises ne comprennent l'organisation du travail que par les procédures qu'elles ont émises, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, le travail prescrit s'impose au travail réel, y compris dans la survenance d'un accident. Donc, les 3 questions clés, vous voyez, de chaque fois que quelqu'un doit rendre compte de ce qui s'est produit dans son accident, c'est: est-ce que tu avais tes équipements? Est-ce que les machines étaient protégées? Donc, est-ce que tu étais protégé? Est-ce que les machines étaient protégées? Est-ce que les procédures étaient respectées? Et dès qu'on est dans cet intervalle-là, eh ben, il ne fait pas bon révéler qu'une procédure n'était pas respectée, quand bien même il n'est pas possible de la respecter. Quand bien même tout le monde savait avant cet accident qu'elle n'était pas respectable au regard des enjeux de l'activité et notamment de la pression des clients, pour citer que ça. Et donc, en fin de compte, on creuse l'écart entre le travail prescrit, qui s'impose, qui ne fait pas débat. Et si la procédure ne va pas, on en recrée une, oui. On creuse l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Et ça crée une injonction paradoxale où on dit aux salariés, d'un côté, c'est zéro accident ici, donc votre sécurité, c'est une priorité, point 1. Et de l'autre, il faut quand même servir le client. Et le salarié, il est pris, les travailleurs sont pris dans cet espace-là. Et la seule façon qu'ils ont pour pouvoir atteindre les 2 objectifs qui s'opposent, c'est de répondre aux clients sans forcément relever que les procédures n'ont pas pu ou été respectées. Et ça, vous voyez, malgré des concepts qui existent et qui sont promus, vous voyez, par les écoles de ces démarches zéro accident, par exemple, des concepts qui s'appellent facteur humain, facteur organisationnel, qui disent que, bah, voilà, faut toujours remettre l'homme et l'organisation au centre du comportement. Eh bien, il se trouve que ça se heurte au réel. C'est que quand une personne est prise comme n'ayant pas respecté une procédure, eh bien, ce sont les seules causes individuelles qui sont remises en cause. En gros, c'est un petit peu comme si on réduit le comportement des personnes à ses défaillances intrinsèques, à ses fautes ou à ses erreurs. Et voilà pourquoi on a des fois des salariés, moi je me rappelle un salarié qui m'avait dit ça, il m'avait dit: «Tu sais Vincent, là j'ai eu un accident, heu, je sors de l'enquête accident qui était menée par un comité pluridisciplinaire. En gros, comme je portais mes équipements et comme ils n'ont pas pu savoir si j'avais ou pas respecté la procédure, ils n'ont pas pu m'avoir. L'arbre des causes, c'est de plus en plus l'arbre des remises en cause.
Et ça, François, c'est ce qui, moi, j'ai dénoncé ça comme ça, oui, comme c'est l'hyper-individualisation du risque, quoi. C'est-à-dire que à C'est la partir du montée. moment, Mmh. pardon, à partir du Vincent, moment c'était où, oui. pardon, Non, non, mais c'est Vincent, c'est aussi automatiquement, on est obligé à ce moment-là d'aborder aussi cette question après des risques psychosociaux, parce que finalement, effectivement, et puis bon, on le verra d'ailleurs en janvier avec on fera un webinaire justement, il y en a un qui est début janvier sur les injonctions paradoxales, parce que tout ça, effectivement, pour le salarié, je dirais le salarié ou le manager d'ailleurs, parce que le salarié, quelquefois, on a l'impression qu'on va en bas, mais je pense que c'est valable aussi pour le manager. C'est que non, je sais pas, Vincent, il y a la question du François, manager. Le manager, il est aussi avec des équipes et lui, il est pris entre aussi ce marteau et cette enclume. Et au milieu, il doit jongler et de savoir ouais, je suis d'accord, François, mais qui est le il chemin. faut, il faut sortir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est venu. Il faut sortir de cette distinction salarié-manager. Ça, on l'a déjà Mm. souvent fait ensemble. Un manager, jusqu'à preuve du contraire, est salarié. Donc, il est dans le lot de ceux qui sont pris dans ces étaux-là. Voilà. Donc, ça, il faut sortir du débat salarié-manager. On pourra faire un débat tout entier sur le rôle du management dans la prévention. Mais quand je parle salarié, toujours, il y a le manager dedans, à moins qu'il ne soit pas salarié. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'hyper-individualisation, c'est ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, c'est qu'on rend le salarié responsable du comportement qui est le sien, ce qui peut être le cas, mais ce qui ne l'est quand même pas toujours. Et on sort en fin de compte tous les déterminants de l'organisation du travail qui déconnent, tous les déterminants des relations au travail qui déconnent et de la projection dans l'emploi qui peut déconner, qui peuvent expliquer le comportement que le salarié a été amené à prendre, quoi. Et ça, c'est un écueil majeur. Et vous voyez, l'hyper-individualisation, ça va très loin. Ça évite de remettre en cause l'organisation du travail, les relations, etc., qui peuvent être dégradées. Et quelque part, ça vient cibler ce qui se passe dans la tête du salarié. Et un indicateur de tout ça, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des neurosciences et des erreurs fatales que tout cerveau commet pour faire des tâches répétitives, ce que je conteste pas. Je suis un biologiste dans l'âme donc, et dans la formation, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Vous voyez. Et je trouve que parler de ça sans parler de ce qui, dans l'organisation du travail, déconne, dans ce qui est des relations au travail déconne, c'est, vous voyez, réaffirmer et remanifester le fait que mieux vaut parler de ce qui se passe dans vos têtes que de ce qui se passe dans notre organisation. Et ça, ben, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, dernier point, suite à ça, c'est que on ne débat pas en fait, François, de l'organisation du travail. Dans une culture de reporting, moi je vois beaucoup de salariés à qui, j'ai rendu aussi, j'ai rendu visite quoi, qui me disaient: «Bah, regarde, voilà, je dois remonter, X situations dangereuses». Quand on regarde ces situations dangereuses, c'est tout du technique, François. C'est il y a ci qui va pas, il y a une machine qui va pas, il y a une porte palière qui ferme pas, j'en sais rien, mais il y a pas d'organisation du travail qui remonte au sens propre. Il y a une déficience, par exemple, à parler de la coopération au travail. Dans ces entreprises-là, qu'on connaît et qui sont sur ces démarches zéro accident. Ouais, une déficience, ça ne change pas et on a une coopération qui déconne. On a une déficience, François, à parler de la charge de travail. Et si la charge, c'est Mais pas est-ce une que ça, organisation mais est-ce déficiente, que ça peut, est-ce que ça, il y a pas un palliatif ça avec cette question maintenant quand même de culture sécurité? bah, le problème, c'est que c'est pas la bonne culture. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que je Ah, veux ça, finir c'est par dit. dire. Bah oui, ce que je veux finir par dire, c'est qu'aujourd'hui, on repose sur un biais de compréhension, François. Et c'est comme ça que se situe, à mon avis, un gros cœur du problème. C'est qu'on est sur un biais de représentation. Ces entreprises pensent que tous les accidents du travail viennent des problèmes techniques, des risques techniques, et que tous les troubles psychosociaux viennent de l'organisation du travail. Oui. Donc en gros, et voilà pourquoi elles avancent comme ça, elles se disent soyons extrêmement bons sur la partie du bas, l'environnement technique et les procédures pour agir avec. Pour générer des accidents, il faut qu'on soit à zéro. Et quand on aura fini ça, on rajoutera après une couche qui est pour les troubles psychosociaux. Voyons. Et ça, c'est complètement délétère parce que l'organisation génère des accidents. Tout le monde sait que le niveau de stress augmente le niveau d'accident. Et voilà pourquoi on ne peut pas, et c'est ce qu'on a souvent dit dans nos échanges, on ne peut pas découper en tranches ni la santé au travail, qui doit être physique et mentale, ni l'organisation, pardon, les situations pardon, de travail, qui elles aussi ne peuvent pas être coupées en tranches avec des dimensions techniques, organisationnelles, relationnelles et conjoncturelles qui doivent être approchées globalement. Donc c'est ça, en fin de compte, François, qui est le grand défi. Les démarches sécurité zéro accident ont une déficience à agir sur l'organisation du travail, les relations, et c'est ça qui est leur palier. C'est pour ça qu'elles n'y arrivent pas. Et donc, on est dans cette double obsolescence. Il y a une double obsolescence aujourd'hui de démarches qui n'arrivent plus à réduire les accidents et surtout qui ne répondent pas
à l'objectif donné à l'entreprise qui n'est plus depuis 2002 un objectif de sécurité. Depuis 2002, le Code du travail a imposé une égalité de traitement dans l'article L4121-1 de la santé physique et mentale à la responsabilité de l'employeur. Donc, ces démarches sécurité zéro accident sont obsolètes depuis 2002 puisqu'elles ne regardent pas la santé mentale. Elles sont déficientes à agir sur ce qui peut générer le reste de leurs accidents et toutes leurs atteintes à la santé mentale issues de l'organisation des relations au travail. Et c'est là où se situe le nœud, vous voyez, le verrou culturel qu'il faut franchir aujourd'hui, quoi. Il faut franchir ce verrou-là parce que le travail a changé. Nous ne sommes plus dans une société qui n'est que industrielle, parce que les exigences ont changé, on vient de le voir ensemble, et puis aussi parce que la relation des personnes à leur entreprise a changé. Les gens veulent participer au débat. On n'est plus dans un management disciplinaire descendant comme ça pouvait l'être il y a 50 ans et qui voilà, se trouvait sa place dans la culture des travailleurs. C'est pas vrai. Et donc, il y a besoin, vous voyez, c'est un besoin méthodologique et culturel de débattre du travail. Pourquoi je dis que c'est un besoin méthodologique que d'être à l'écoute? Ben, c'est parce que on ne saura pas si les salariés ont des atteintes à leur santé mentale sans les écouter, vous voyez, conceptuellement. Et on ne saura pas s'ils ont relevé des problèmes d'organisation, de relations et de projection sans les écouter, c'est conceptuellement. Je peux voir à leur place si il y a un défaut de protection sur leur machine. L'environnement technique du travail s'observe, mais l'environnement organisationnel, relationnel et conjoncturel dont on a beaucoup parlé dans nos épisodes précédents ne se voit pas, il s'écoute. Donc voilà pourquoi le grand défi de ces entreprises, c'est pas de tout jeter, François, c'est de passer d'une culture sécurité à une culture santé au travail. Et on ne réussira pas ce passage en conservant tous les acquis d'une culture sécurité qui ne regarde que son taux de fréquence, taux d'accident du travail, qui s'essentialise là-dessus, oui, par exemple, et en rajoutant, en saupoudrant de cours de yoga, de méditation, en disant ça y est, j'ai les deux. Oui, ça ne se fera pas comme ça. Ça ne pourra se faire. Comme dit le proverbe, hein, à faire ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ça ne pourra se faire et ce sera difficile. Tout d'abord, qu'en prenant l'objectif qui est donné intégralement, égalité de traitement des atteintes à la santé physique et mentale, ça veut dire, un, les reconnaître, et deuxièmement, les traiter à égalité de traitement. Combien d'entreprises, moi j'ai eu une réunion avec des tas de préventeurs d'une très grosse boîte à zéro accident, oui, je leur ai dit, ils sont plus de 20 000, hein, donc ce n'est pas un petit effectif, et je leur ai dit, est-ce qu'il y a des burn-out dans votre entreprise? Ils m'ont tous dit oui. Et je leur ai dit, préventeurs qu'ils étaient, hein, avez-vous fait des arts déco sur ces burn-out? Eh bien, ils m'ont tous dit non, avec des salariés qui sont aujourd'hui en arrêt maladie. Ces cultures sécurité ont perdu sens et efficience, y compris pour les préventeurs qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes et qui se voient de plus en plus mal cautionner leurs effets, quoi. Donc c'est difficile. Vous voyez, moi, je finis par ça, mais vous voyez, un préventeur me disait: «Mais Vincent, moi, c'est non, je ne vais pas passer à une culture santé au travail où on va inviter les salariés. On va inviter les médecins du travail. On va inviter les infirmières. On va inviter les assistantes sociales à remonter les atteintes à la santé mentale qui peuvent être les leurs. À en faire un indicateur. Vous connaissez le proverbe, hein, ce qui ne se compte pas ne compte pas. Donc, vous voyez, le préventeur groupe m'a dit, c'est hors de question. C'est explosif. Jamais j'irai là-dessus. Eh bien, à ne pas voir, on n'agira pas. Et on se retrouvera dans le même sujet. Or, c'est non seulement un besoin, mais je pense de franchir ce verrou culturel qui a peur de perdre, en fait. Il a peur de perdre ce zéro, presque zéro qu'il croit avoir, avec tous les effets pervers qu'on a vus. C'est au profit de gagner. Et de gagner ce que tout le monde attend, c'est une entreprise qui est à égale considération de la santé physique et mentale, et qui, pour ça, en écoutant les solutions et les problèmes des salariés, avec eux, met en place une démarche qui remet en cause l'intégralité des dimensions d'une situation de travail. D'où Alors, le principe d'écoute le que je temps propose. file. Oui, parce que le temps file, Vincent. Puis j'avais envie de vous poser une question, Vincent, parce que du coup, alors qu'est-ce qu'on fait demain devant l'entrée de l'entreprise? On supprime le panneau zéro accident ou on le remplace avec un autre indicateur? On fait quoi? Ben, déjà, Pardon, on a pardon, je vous pousse un petit peu, Vincent, mais mais non, c'est parce que le temps file. mais oui, je sais, le Parce temps que je file, pense mais que nos préventeurs seraient contents de dire, bon, il y a des pistes que vous avez mentionnées quand même en filigrane, mais quand même, voilà, on arrive à le la fin de premier des l'année. débats, François, c'est un débat Voilà. avec le dirigeant. Voilà, c'est pas sur le panneau qu'il faut agir, c'est sur le dirigeant. Et est-ce qu'on a aujourd'hui des dirigeants
qui sont partants, conscients que le débat doit être celui, tel qu'il est posé, hein, de la santé physique et mentale des travailleurs à égalité de considération. Est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui, et je pense qu'il y en a, seraient partants pour se dire, OK, allons un cran plus loin et voyons ça globalement et non plus par tranches distinctes comme on l'a souvent dénoncé. C'est un débat d'abord, François, avec les dirigeants, premièrement. Et s'ils sont OK, franchement, bah, c'est tout ce qui suivra correspondra à la vision qu'ils auront, qu'ils exemplariseront et qu'ils porteront. Ça, c'est le point numéro un. Et c'est difficile. Il y a même des enjeux politiques qui vont s'opposer à ça. Parce qu'un dirigeant m'a dit, moi, si je commence à aborder la question de front, comme je l'ai fait pour les atteintes à la santé physique directes comme les accidents, si je commence à porter la question des atteintes à la santé mentale, je vais avoir l'ensemble de mes partenaires sociaux qui, pour lui, étaient dans la posture, qui vont dire, bah, c'est une occasion rêvée de dire que vous êtes un mauvais employeur. Et il veut pas y... Oui, il y a des verrous culturels qui ne sont pas que du dirigeant. Mais je pense que nécessité fait loi, quoi. Aujourd'hui, on a des jeunes travailleurs, des anciens travailleurs qui ne veulent plus sacrifier leurs équilibres au profit de l'entreprise. Donc, on a une perte d'attractivité, on a un désengagement qui aujourd'hui est le sujet qui mobilise beaucoup les employeurs et ils ont raison. C'est une opportunité à saisir, ça ne se fera pas en faisant les choses autrement que globalement sur la santé qui est la leur et le travail qui est le leur. Pardon. Donc, le premier point à faire pour nous les préventeurs, c'est d'arrêter de subir cette situation-là et de la défendre. Défendre. Voilà. Ne pas se dire, il y a un burn-out et j'accepte qu'il n'y ait pas d'arbre des causes. Voilà. Ne pas se dire, il y a des gens qui sont remontés comme ayant des atteintes à leur santé mentale et je ne le vois apparaître nulle part. Oui. Et ça, ils n'y arriveront pas si on ne prépare pas l'employeur à voir non pas la contrainte, François, mais l'opportunité que ça représentera pour ceux qui vont s'y engager au plus tôt de prendre un cran d'avance sur une performance qui prendra sa racine authentiquement dans le travail réel. D'accord. Donc, je dirais, si je comprends bien vos voeux, je vais les résumer peut-être avec une. J'ai vu passer quand même un petit mot de Stéphane dans les commentaires. Donc, 2024, on arrête les indicateurs pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Excellent. Mais oui. Et vous savez quoi, François? J'ai deux projets que vous avez déjà tellement gentiment défendus pour ça. Premièrement, pour créer ce débat, inscrire l'écoute comme premier principe général de prévention. Et de vous à moi, c'est sorti dans les assises du travail, c'est sorti par un rapport du CESE. Et je fais tout pour que ça puisse continuer à sortir et que ça se transforme dans la loi. Et on est beaucoup à y croire. Donc oui, parce que l'écoute, c'est la condition d'accès à la santé mentale. Et deuxièmement, et aux dimensions du travail. Et deuxièmement, je suis tellement convaincu qu'on est dans une configuration pour y arriver que j'ai lancé une fondation et un projet pour inviter le plus d'entrepreneurs possible, toute taille, tout secteur d'activité en 2024, à s'engager dans une démarche qui mette à égalité de traitement la santé physique et mentale et à aborder globalement le travail de façon concrète. Oui. Et ça, j'ai lancé cet appel. Alors, je le spoil là, parce que je devrais le lancer début 2024, mais voilà, dans la confidence et puis la confiance surtout qui nous unit, François, je vous l'annonce, pour que ce ne Et soit puis pas juste des webinaires. et puis on est tout seul. Et puis Ouais. voilà, et puis on est quand même dans l'écoute. Donc, Inforisque, on a suivi vos conseils. On est dans l'écoute, Vincent. Ben, je vois bien, ça s'appelle même les midis de la santé au travail, c'est quand même géant. Donc, ça suite à nos échanges, jusque concrètement. Ben voilà, l'idée, c'est de dire, il y a tellement de gens que je vois dans les conférences, dans le Tour de France de la QVT que je peux faire, qui me disent, mais quand est-ce que ça change? Je dis, ben écoutez, trouvons X employeurs, j'espère le plus possible, qui vont s'y engager. On sort un référentiel ensemble. On regarde les effets de ce référentiel sur tous les déterminants de la santé et de la performance de l'entreprise et on montre que ça marche. Et ça, François, eh bien, plus on aura d'entreprises qui seront partantes pour y aller, plus on pourra non plus seulement dénoncer, comme disent souvent les travailleurs, c'est sympa de dénoncer quand est-ce que ça change, mais pour montrer que ça va changer les choses. Et si on réussit à faire ça, ben, on aura fait quelque chose de bien. Alors, Vincent, on arrive au bout, mais par contre, avant de passer aux questions, je voudrais simplement, et Kevin, peut-être que tu peux nous envoyer par contre en haut là, un petit call to action, parce que je vous invite l'année prochaine, finalement, 2024, on va quand même continuer nos échanges avec Vincent, parce qu'on a envie d'écouter Vincent encore. Donc voilà, moi je spoile pas, mais je vous le donne en avant-première.
tous les mois. On a déjà un calendrier de prévu avec tout le premier semestre avec Vincent. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre quelques commentaires si vous voulez effectivement entendre Vincent sur tel et tel sujet. On lui transmettra quand même les éléments qui seront transmis, enfin les questions qui nous seront posées. Mais tout de suite, donc le petit, est-ce qu'on a oui, en haut, peut-être un lien, ce que je voulais dire. Oui, parce que je me perds. Euh, un petit lien, Kevin, éventuellement, peut-être un call to action. Voilà. Vous pouvez vous abonner on a une newsletter dédiée au webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Même si vous voulez vous désinscrire après, ça sera en un clic. Mais au moins, vous serez avisé de toutes les prochaines dates parce que elles sont trop longues pour toutes les donner maintenant. Voilà. Alors, tout de suite, parce que là, on va exploser le temps. Je pense qu'il est temps de passer aux questions. Alors, allons-y. Alors, question de Stéphane. À quel moment positionner cette démarche dans la courbe de Bradley? Alors en fait, Stéphane, le problème de la courbe de Bradley, c'est pas le problème des états qu'il a posés, donc ces états hein, de maîtrise en fin de compte du risque. Donc c'est pas comment positionner le niveau de l'entreprise dans ces différents états de maîtrise, c'est plutôt de positionner la courbe de Bradley par rapport à un nouvel objectif. Non plus un objectif d'accident du travail, qui est celui sur lequel elle est appliquée à tout craint, mais un objectif de santé au travail, d'atteinte à la santé physique et mentale. Et à ce moment-là, on peut très bien s'en servir de la même façon, à condition d'avoir cette égalité de traitement. Alors, bah oui, parce que alors Jean-Pierre, doit-on avoir obligatoirement l'accord du médecin du travail pour un poste aménagé, quel que soit l'accident? Ben, on va dire ça comme ça, l'employeur n'est pas médecin, sauf exception. En tout cas, il n'est pas médecin du travail, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne qui est atteinte dans sa santé physique et mentale, pour pouvoir avoir un poste aménagé, la correspondance entre l'atteinte et le poste doit se faire. Et le seul employeur, dans son débat avec le salarié, bah, ne sera pas assez compétent pour décider de la bonne adaptation par rapport au bon traumatisme, quoi. Donc, l'accord du médecin du travail, enfin, décider d'un aménagement de poste sans le médecin du travail, c'est décider d'un aménagement sans l'expert qui est capable de dire en quoi ce poste doit être aménagé. Alors, Maxime, une carence souvent rencontrée est le défaut de leadership en SST des managers. Qu'en pensez-vous? Je pense, Maxime, que ça va plus loin que ça. Je pense que c'est une conséquence. Voilà. Je vais le dire comme ça, Maxime. Vous avez raison. Vous voyez, on me parle souvent de la formation des managers. Bah déjà, santé, sécurité au travail, c'est le terme que vous avez utilisé. Il n'est pas compris. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens à qui on peut refaire l'explication de ce que c'est que la sécurité au travail, de ce que c'est que la santé au travail, de ce que ça impose comme approche globale. Et derrière, même pour ceux qui en vendent, parfois, bah, ils n'en ont pas la parfaite compréhension, quoi. Donc, oui, la carence, c'est une conséquence et c'est pas une cause. Aujourd'hui, on a allez, on a un système, santé au travail, enfin, on a un contexte sur la santé au travail qui est défaillant dans ses concepts, y compris par les institutions qui le portent, parce que, elles n'ont pas harmonisé ces principes-là. Et d'autre part, on est sur un sujet qui n'intéresse pas le client, Maxime, en fait. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons, tout ce que nous portons, tout ce que nous mangeons, vous voyez, le client que nous sommes, hein, ne cherche pas à savoir s'il va prendre ce produit plutôt que tel autre au regard de la santé au travail, je dis bien la santé au travail physique et mentale, de celles et ceux qui ont participé à sa production. Donc à partir du moment, et ça moi je le vis depuis que je suis dirigeant d'entreprise, quand j'ai cessé d'être salarié il y a 13 ans pour devenir dirigeant, à partir du moment où le client n'a pas d'exigence explicite, c'est ça qui fait que le dirigeant n'intègre pas cette culture-là, sauf si l'accident du travail, je repasse à celui-là, hein, menace son activité. Parce que là, vous comprenez qu'il y a un lien direct entre la survenance du problème et la poursuite de son activité. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, et heureusement, eh bien, ce déficit d'exigence qui repose sur un déficit aussi de société, où la santé mentale, on l'a déjà dit, est le parent pauvre de la santé en France. Donc, on a une culture de société qui privilégie la santé physique et qui déclasse la santé mentale, qui se reporte sur nos sociétés, un client qui ne demande pas, et donc
Ce qui veut dire quoi? Des chefs d'entreprise qui, eux, vont à la plus grande réussite de leur entreprise. Et s'il n'y a pas d'exigence de santé qui viennent des 2 cibles que je vous ai indiquées, et s'il n'y a pas il n'y aura donc pas de culture de santé au travail et donc pas de formation, y compris des formations initiales, hein, et continues sur ce sujet-là. Donc, c'est une conséquence, ce défaut de leadership, comme vous dites en SST des managers, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas une fatalité du tout, ça j'y crois à fond. Mais par contre, ça ne se fera pas juste, la transformation ne se fera pas juste en formant les managers à la santé au travail telle qu'on l'a redéfinie ensemble, quoi. Voilà. Il va falloir aller au plus haut pour mettre en place dans l'entreprise cette culture qui s'ancre, qui répond à des attentes implicites du client quand même. On n'a pas envie d'acheter des choses qui font mal, mais on ne le sait pas, donc on fait sans. Finalement, c'est à Et nous en c'est là tant que que se situe clients. l'enjeu. C'est à nous en tant que clients à faire comme on l'a fait avec le travail des enfants, par exemple, où, qu'on touchait beaucoup de marques. Mais c'est qu'effectivement, cette question de SST, pourquoi pas, ça va être nos vœux de 2024, que En ça fait, monte peut-être dans la préoccupation que l'on peut nous-mêmes porter en tant que client, de dire, oui, quel est votre niveau d'attention à la santé de vos salariés. il faut OK. en faire un critère de choix, mais il faut faire très attention, Mhm. par exemple, que ce ne soit pas le zéro accident. Parce qu'à ce moment-là, on va donner aux personnes qui sont là-dedans avec des dérives qui n'auront pas été maîtrisées, si vous voulez, la récompense qu'ils ne méritent pas. J'ai volontairement dit que santé, hein. Mmh. Alors, la question suivante, on y va. Élodie, ce référentiel aura quel objectif concrètement? Comme une charte, l'entreprise aura un tampon Good Place to Work. Alors, j'y vais. Merci Elodie pour la question. Ah, j'aime, Heu, parce que alors là, et si je peux me permettre quand même de mettre mon petit complément, mon petit grain de sel à la question d'Élodie, je la poursuis parce que je l'avais sur le bout de la langue depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est très valorisant quand on arrive quelque part dans une entreprise de dire, ben voilà, j'ai un truc, j'ai un challenge, zéro accident, ça peut être motivant, c'est visible et c'est quelquefois pas mauvais. Donc voilà, je vous laisse la parole, Vincent, avec ce complément de question. Mais ça rejoint exactement la réponse d'avant, hein, c'est-à-dire faire savoir qu'on a pris les choses dans le bon sens, voilà, de la bonne façon, même si ce ne sera jamais le monde parfait. Bon. Donc ce référentiel, ce sera comme une charte. Non, ce ne sera pas ça, Elodie. On va monter un projet de recherche parce que j'ai créé une fondation pour ça. Mon cabinet est habilité à diriger des recherches au titre de la santé au travail. Ça, c'est reconnu depuis 2010 par le ministère de la Recherche. Donc, on a créé une fondation pour porter ce projet de recherche. Et ce projet de recherche, il va viser à engager les entreprises dans un référentiel commun qui va faire place égale à la santé physique et mentale, place égale à toutes les dimensions des situations de travail pour agir sur la santé physique et mentale. Ce sera extrêmement concret et des entreprises, ce qu'on va attendre d'elles, si elles veulent y aller, vous voyez, on va jamais leur promettre des résultats puisqu'on lance un projet de recherche. Ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance si ça va produire de bons ou mauvais résultats. On en a beaucoup d'intuition. Moi, ça fait 25 ans que je suis sur ces sujets, donc voilà, j'ai quelques petites choses que j'ai vu bien fonctionner. Mais il n'empêche qu'il faudra faire cette démonstration-là. Et en fait, Elodie, c'est ce en quoi je crois. C'est partir dans ce référentiel-là, l'adopter, l'intégrer, rendre compte, mesurer. Et si à la fin de ce cycle-là, l'entreprise se voit reconnue comme ayant agi positivement sur la santé physique et mentale, en ayant agi sur toutes les dimensions de la situation de travail, avec la participation des salariés au cœur de la réussite de ce dispositif-là, alors on pourra penser éventuellement à une reconnaissance, un tampon ou j'en sais rien, vous voyez. Mais j'ai plus aujourd'hui envie de démontrer que ça marche que d'envie de chercher la couleur du tampon, quoi. Ouais, mais Good Place to Work, c'est pas mal. J'aime bien. Allons-y. Peut-être une ou deux dernières questions parce qu'après, on va vraiment exploser le temps quand même. Alors, Cyril, nous avons parlé d'indicateurs pastèques. Quel type de KPI pertinent pourriez-vous proposer? Alors Cyril, j'en propose dans mon livre. J'ai parlé d'un truc qui est tout à fait nouveau, taux de fréquence des atteintes à la santé et non plus taux de fréquence des accidents du travail. Juste une seconde, Vincent, je vous coupe une seconde. C'est un petit message quand même pour Gavin. Est-ce que Gavin, peut-être de mettre quand même dans le... Parce qu'on parle du livre comme si que tout le monde connaissait, peut-être de remettre un petit lien quand même dans le chat où les gens peuvent avoir le titre, etc., qu'ils peuvent retrouver également sur InfoRisque. Voilà, je fermais la parenthèse. Merci, c'est gentil François. Donc taux de fréquence, je parle par exemple, j'en cite un, j'en cite plusieurs, vous les découvrirez. Voilà. Taux de fréquence des atteintes à la santé. Alors j'étais dans un débat comme ça avec un préventeur d'un très grand groupe, 75 000 personnes en France, donc voilà, qui voulait débattre avec moi de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien,
c'est un taux de fréquence qui, au numérateur, inscrirait les accidents du travail avec arrêt, les accidents du travail sans arrêt, les accidents du travail bénins inscrits au registre des accidents du travail, plus les maladies professionnelles, plus toutes les atteintes reconnues à la santé mentale d'origine professionnelle, pour tous les travailleurs et non pas tous les salariés. C'est-à-dire tous les salariés plus tous les travailleurs des entreprises externes, intérimaires, qui participent à la production du bien ou du service. Ça, c'est le numérateur et on divise par la masse salariale. Et on recrée un taux de fréquence des atteintes à la santé. Quand j'ai dit ça, oui, le préventeur de cet immense groupe me dit, mais c'est théorique votre truc, parce que les atteintes à la santé mentale, comment on les a? Alors, je lui ai donné 3 pistes. Je lui ai dit, donc il me disait, ce n'est pas possible. C'est conceptuel, mais ce n'est pas pratique. Alors, je lui ai donné 3 pistes. Je lui ai dit, premièrement, les atteintes à la santé mentale, qui était l'objet, je lui ai dit, premièrement, qu'est-ce qui vous empêche de promouvoir auprès de tous vos travailleurs que toute atteinte subite et violente à leur intégrité psychique, qui peut venir d'une insulte, par exemple, et on a beaucoup de gens qui en subissent malheureusement, qui peut venir d'une discrimination, d'un choc psychologique lié au travail, qu'est-ce qui vous empêche de promouvoir le fait que ça doit être déclaré au même titre qu'un accident du travail quand il se coince le doigt dans un tiroir? Donc, en gros, la reconnaissance des chocs psychologiques comme des accidents du travail, qui existent aujourd'hui, il y en a à peu près 10 000 en France, oui, est tellement peu connu que ça ne remonte pas. Et évidemment, comme toujours, ce qui ne se compte pas ne compte pas. Donc oui, je lui donne une première chose. Est-ce que vous vous sentiriez prêt auprès de vos 75 000 salariés à dire chez nous, c'est votre santé, pas votre sécurité, c'est votre santé qui est une priorité physique et mentale. Donc tout ce qui vous arrive, tous les chocs qui ne seront pas physiques, qui remontent en accident, tous les chocs qui peuvent être des chocs à votre santé mentale, vous nous les remontez, puis après, on les déclare et on peut même les contester, quoi. On ouvre la vanne. Premièrement, le faire savoir. J'ai une première piste. Deuxièmement, je lui dis, qu'est-ce qui vous empêche, tous les ans, vous en plus qu'avec 75 000 entreprises, mais c'est le cas quand c'est plus petit, de demander à tous vos médecins du travail, qui voient des salariés, pas tous, mais qui voient pas 0 salarié, et qui sont quand même dans la double expertise de l'atteinte à la santé et du travail, du lien avec le travail, de vous remonter non pas qui, mais combien de travailleurs ils ont vu dont la santé mentale était affectée du fait du travail. Qu'est-ce qui vous empêche de leur demander combien et de prendre ce chiffre et de le regarder? Et y compris auprès de vos infirmières du travail qui, elles aussi, sont face à ce risque-là, faut pas croire, et qui également pourraient être remontées des externes à l'entreprise, des hotlines psychologiques qui existent, etc. Voilà. Remonter le combien. Deuxième piste, et là, vous auriez un certain niveau d'atteinte à la santé mentale. Et troisième piste, celle-ci, je la défends aussi dans mon bouquin, c'est qu'est-ce qui nous empêche de militer plus encore pour que les atteintes à la santé mentale d'origine professionnelle, qui ne soient pas liées à l'accident, mais qui relèvent de la maladie, puissent faire l'objet d'un tableau de maladie professionnelle. Voilà. 3 pistes. Vous imaginez que quand j'ai dit ça, la réponse du préventeur était « jamais je ferai ça, en fait ». Non pas parce que je ne le souhaite pas, non pas parce que je ne pense pas que ce soit bien de le faire, mais parce que c'est inaudible et je risque même mon poste si je vais devant un COMEX en disant ben voilà ce que je vous propose de faire, quoi. Vous voyez, il y a aujourd'hui culturellement un espèce de verrou monumental qu'il nous faut lever, quoi. Donc ces indicateurs qui ne seraient plus des indicateurs pastèques, ils existent et oui, c'est le débat, on a fini sur cette entente-là. C'est donc pas un problème qui m'était posé au départ de techniquement comment on fait, c'est culturellement comment on fait, parce que techniquement c'est possible. Donc il en existe, j'en ai cité un, j'en ai développé je crois 5 ou 6 dans les propositions que je fais et vivement qu'on y arrive, quoi. Alors, peut-être une dernière question quand même, parce qu'il y avait alors, Isabelle, que pensez-vous du référentiel MAS? Il répond en partie à ces éléments non. Je vais pas prendre celui-ci plutôt qu'un autre, ouais, c'est comme tous les systèmes de management, j'insiste, de la sécurité, voire de la sécurité industrielle. Hein. Ils ont des éléments sur lesquels on peut, j'allais dire, et on doit s'appuyer pour atteindre l'objectif, mais je n'ai rencontré aucun objectif masé qui fait de la santé physique et mentale une égalité de traitement dans les survenances des atteintes qui peuvent avoir lieu au sein d'elles et de ses sous-traitants. Vous voyez ce que je veux dire? D'autre part, dans ces entreprises-là, bien évidemment, elles ont déjà un capital, elles auront ça déjà qui est fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Mais elles ont ce même besoin d'approcher globalement la santé physique et mentale et d'approcher globalement les situations de travail, y compris l'organisation du travail.
et la cible qui est visée, hein, ne doit pas être un exutoire, y compris pour ses sous-traitants. C'est-à-dire que l'exigence d'avoir des sous-traitants qui sont à un certain niveau, si ce niveau se concentre sur l'accident du travail, vous voyez, déclaré reconnu, va ouvrir la porte, je ne dis pas que c'est le cas, ni toujours, je ne dis pas non plus que ça l'est jamais, à cette peur de remonter des situations d'accident du travail, y compris dans la chaîne de sous-traitance, parce que ce n'est pas bon avec le donneur d'ordre, quoi. Donc, vous voyez, c'est plus à la fois un problème d'outils qui ne prend pas dans sa cible la santé physique et mentale à équivalence de traitement, et un problème d'usage. Je pense on va peut-être mettre fin parce il y a encore des questions. Je suis désolé pour qu'on n'ait pas pu répondre à toutes vos questions, mais on a déjà largement mangé le timing. Et je voudrais tout de suite quand même vous remercier. Vous êtes encore plus d'une centaine à être restés, même avec nos questions. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Voilà, c'est l'heure du déjeuner. On s'est souvent posé la question justement de savoir est-ce que c'est un bon timing. Alors, on se dit, on veut pas trop manger sur vos heures c'est le cas de le dire, sur vos heures je dirais, de présence au niveau entreprise, sans non plus prendre sur un temps de repos. Mais voilà, on essaye en tout cas de faire le maximum. Donc, je vais faire une conclusion, si vous permettez, Vincent. Alors, peut-être, ou un mot, Vincent, avant que Un mot, un mot, juste mais un un. mot, c'est que nous sommes face à une opportunité pour arriver à dégager ce que toutes les entreprises recherchent, de la performance. Je ne vois pas ça comme un problème, je vois ça avant tout comme une opportunité. C'est difficile, ce sera difficile, c'est pas quelque chose qui va se régler à la petite cuillère, mais j'y crois beaucoup. Je pense que le temps est venu, je pense qu'on a maîtrisé assez les problèmes pour pouvoir trouver des solutions correspondantes et que j'appelle en fin de compte toutes les entreprises qui souhaiteraient se dire, on va arrêter de le dire, mais on va le faire, de rejoindre l'initiative dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vais officialiser en début d'année prochaine. Et on vous en parlera, bien entendu. Donc, je mets fin, n'est-ce pas, à ce webinaire pour vous remercier encore vraiment tous pour votre participation. Et puis voilà, puisqu'on est sur un temps pour se former et s'informer, bah merci de prendre le temps aussi, parce que je pense que ça passe par là, non, Vincent? C'est ce temps aussi de comprendre ces sujets qui sont complexes et le prendre avec, c'est ce on a beaucoup on aime beaucoup vous recevoir, Vincent, parce que justement, derrière ces constats, c'est pas simplement du constat, c'est aussi avec des projets pour faire avancer ça. Vous avez fait aussi cette année tout un tour de France de la QVT. Je pense qu'on a fait quand même un grand pas. Enfin, vous avez fait un grand pas parce que nous, non, nous ne sommes qu'un média. Vous y avez Mais contribué, hein. D'ailleurs, j'y voilà, on suis a fait un encore. grand pas. Ouais. Demain, Tour de France de la QVT à Nantes et jeudi soir, Tour de France de la QVT à Rouen. Bon, et ben alors, bon, faut suivre. Voilà, je vous invite à suivre enfin tout ce que, voilà, les actions que peuvent mener Vincent. Il a sur son LinkedIn, vous retrouvez aussi toutes les informations. Donc, en tout cas, merci à tous. Bien Merci entendu, beaucoup. un bon appétit. Et puis bon, notre dernier webinaire quand même de l'année. Alors, par avance à tous, eh ben, on va vous souhaiter quand même un joyeux Noël. Voilà, profitez, j'espère que vous pourrez profiter d'un temps de repos et voilà, un temps pour préparer des fêtes. Et on se retrouve, je dirais, tout début janvier, tous ensemble. Et d'ailleurs, avec une nouvelle plateforme, on vous parlera de ça pour être encore plus efficace dans nos webinaires. Voilà. Encore merci à tous et puis à très bientôt. Au À revoir. bientôt, bonne fête. Merci encore beaucoup, François.